Bonjour Odile, c'est un grand plaisir et un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Laurence. Euh, Vous êtes installée aux États-Unis, vous avez créé Fab Venture, un fonds early stage, il y a 4 ans, avec des entrepreneurs de marques de consommation, déjà 23 startups euh, dans votre portefeuille, et maintenant vous lancez un fonds 2, un nouveau fonds. En quoi diffère ce deuxième fonds par rapport au premier fonds? Alors, la première chose, c'est la taille. Nous essayons de doubler la taille du fonds 2. En objectif, nous avons 20 millions. Nous avons fait le premier closing en octobre. Le second closing aura lieu à la fin de l'été. Et le positionnement est le même que le fonds 1, Consumer Tech et New Commerce. Et on est en particulier centré sur la mode et la beauté. Développement durable, circularité, toute la partie inclusive. C'est là-dessus que nous avons développé le fonds 1. Les trois exemples de rockstar dans le fond 1, c'est K18 Air qui va très vite en croissance et qui est maintenant partout dans le monde. Bubble sur les soins pour teenagers qui est chez Walmart, CVS, Ulta en plus du D2C. Un grand Et, succès. ouais, et puis 13 Lune qui était sur le positionnement des marques qu'on appelle BIPOC. Première génération d'immigrants, deuxième génération d'immigrants et des fondateurs et des marques fondées par des Noirs, Asiatiques et Latin Founders, comme on dit, et maintenant c'est chez JCPenney. Wow, yes, ouais, fantastique. Et lors de notre dernier échange, je me souviens, vous nous aviez dit être très intéressé comme nouvelle thèse pour votre fonds par les entrepreneurs qui créent des passerelles entre la health tech et la beauté. Pour quelles raisons, et est-ce toujours le cas, et pour quelles raisons? Alors moi, depuis longtemps, je suis obsédée par la longévité. Je pense que ça sera la disruption dans les prochaines années, puisque, comme vous le savez, on essaye tous d'être en bonne santé et de vieillir bien, et que 20% seulement est lié à notre patrimoine génétique. Le reste, c'est l'environnement et toute la partie comportementale que nous avons. Donc j'ai investi dans Novos par exemple qui est sur les suppléments alimentaires, compléments alimentaires, hein, je parle anglais, Oui. qui permet en synergie avec des suppléments de vitamines et des diagnostics de savoir où on en est sur l'âge biologique. Et souvent l'âge biologique est inférieur à l'âge chronologique, si en particulier on mange bien, on dort bien et on pratique un sport. Et l'idée c'est de continuer à se développer sur cette catégorie dont la partie la plus facile à prouver est la peau et les cheveux, puisque c'est visible, même si évidemment l'ensemble des organes est impacté. Le deuxième sujet qu'on verra arriver, à mon avis, après le gut health et le microbiome des intestins, Oui. c'est la santé du cerveau, avec ce qu'on appelle les nootropics. Et je pense qu'il y aura d'autres investissements de Fab sur ce type de sujet. Et enfin, sur le fond 1, on avait déjà investi chez Hello Biome, fondé par Elsa Youngman, qui est PhD Oui. et qui est une femme de science, et le microbiome. Et Kaitin, qui est lui sur le biomimétisme et qui permet à des cheveux abîmés quand ils sont en particulier colorés d'être en bonne santé et de prendre soin d'eux. Ouais, très intéressant cette passerelle, effectivement, healthcare, Et c'est vrai que health ces marques-là ont toutes des conseillers scientifiques qui sont ouais, des chercheurs et ont souvent des investisseurs qui sont spécialisés dans la biotechnologie et le health tech. Donc souvent ouais, l'apport que j'ai, c'est de faire les passerelles avec la beauté. ouais, fantastique, parce que c'est une nouvelle étape dans la beauté, très certainement. Euh, alors, une autre question, Odile, j'en profite, que beaucoup d'entrepreneurs se posent. Faut-il, quand on est à l'origine direct-to-consumer, faut-il rentrer dans le retail? Et Bonne plusieurs question. des entreprises, oui, plusieurs des entreprises que vous accompagnez en early stage et qui connaissent une très forte croissance ont décidé d'être présents en retail et pour certaines d'entre elles d'ouvrir un ou plusieurs magasins. Je pense, vous avez cité Certine Lune,
qui vient d'ouvrir effectivement un magasin à Los Angeles et qui, comme vous venez de le dire, est présente dans 160 magasins du JCPenney. Vous-même, donc, considérez-vous qu'un dollar réalisé en ligne équivaut à un dollar réalisé en magasin? Et je pose cette question parce que nous savons tous que les coûts d'acquisition et de fidélisation en ligne sont devenus si élevés que peut-être la vente en magasin est-il vraiment un canal à envisager pour une jeune marque? Alors, on pourra en parler 1 heure. Oui, oui. En quelques secondes. Je pense que Laurence, vous avez raison. Toute marque maintenant ne peut pas être pure direct to consumer avec juste son site en ligne ou même Amazon et a besoin de partenaires distributeurs. En revanche, ce que je répète tous les jours à mes fondateurs, c'est qu'avant tout, la force de leur marque et de leur succès pérenne, c'est leur communauté, l'engagement qu'ils ont avec leur audience, le contenu, les interactions et la connaissance de leurs clients. Et je pense que Certain Lune que vous décrivez est intéressant parce qu'ils sont avec des indie brands, donc des marques émergentes. Ils ont une connaissance assez profonde de besoins spécifiques, peau noire, cheveux curly, peau asiatique, etc. Et du coup répondent à des besoins. Et cette data peut être très intéressante, y compris pour des grands groupes et des grandes marques. Et je pense que la révolution qui va avoir lieu, qui est difficile pour des distributeurs traditionnels comme Walmart, Target ou Sephora, pour ne pas les citer, c'est d'être moins transactionnel et beaucoup plus dans un partage de connaissances des clients qui permet à chacun d'être meilleur à ce qu'il fait. Et pour l'instant, les distributeurs, moi quand j'étais patronne de Lancôme, je devais payer pour avoir accès en tout cas envoyer mes messages à des clients chez Sephora. Je pense que ce modèle-là a une limite et qu'il y a d'autres systèmes intelligents et de partenariats intelligents dans le futur. Detox Market ou Certain Lune sont typiquement des distributeurs plus petits mais qui sont en train de réfléchir à ce type de sujet. Wow, fantastique. Mais c'est vrai que quand Goodlight est un succès chez Ulta, je leur dis toujours, ils ont besoin de vous pour être plus modernes et quelque part, ils sont intéressés par ce que dit David Yee en tant qu'activiste et fondateur à Asian American. Mais en même temps, Goodlight World a une valeur pour eux, Ulta, sur la base de leur notoriété et de la croissance de leur communauté et le fait que les clients réachètent des produits. Donc c'est un équilibre en fait dans l'omnicanalité. Oui, fantastique. Ça m'avait frappé dans un magasin à Sephora à Los Angeles récemment de voir les 3 marques direct to consumer. Oui, les unes à côté des autres. Voilà. Dès l'entrée, on peut, en tant que consommateur, visiteur du magasin, on tombe dessus. Toutes ces marques-là sont très fortes sur une population qui est compliquée de toucher quand on est un grand distributeur, qui sont les Gen Z et les Millennials, et qui sont maintenant avec un pouvoir d'achat de plus en plus important. Et la partie la plus importante de la population. Oui, en plus, absolument. Merci de le souligner. Effectivement, on a quelquefois tendance à l'oublier, mais c'est tellement juste. Et quelques mots, Odile, si vous le voulez bien, sur les tendances shopping. Effectivement, j'ai assisté à Shop Talk à Las Vegas il y a 1 mois et demi, et j'ai été complètement bluffée par des initiatives vraiment intéressantes. Est-ce que vous avez en tête quelques cas réels, Alors effectivement, Laurent, je sais que vous connaissez très bien la Chine et comme toute la communauté qui vous suit et l'audience qui vous suit, je crois qu'aux États-Unis, ils prévoient 66 milliards de chiffre d'affaires sur le live streaming avant 2026. Donc on est dans la foulée de ce qui est arrivé en Chine. Et en même temps, les grandes plateformes, les réseaux sociaux ont un peu renoncé parce que Meta n'a pas mis ça dans ses priorités. Instagram, vous avez vu, ils ont fermé ce qu'ils avaient en mars. TikTok, on entend qu'ils outsourcent pour faire du live commerce. Donc moi, j'ai personnellement investi avec Fab dans 2 entités qui sont BuyWith, qui a déjà 12 000 créateurs et qui travaille en particulier avec des gros distributeurs comme Walmart, mais qui sait aussi faire, au-delà du massif et du volume,
quelque chose de très qualitatif avec Charlotte Tilbury par exemple en tant que marque de maquillage. Oui. Et l'intérêt c'est quand ils disent no code et plug and play pour les marques, c'est important parce que ça va vite et c'est facile à mettre en place. Trendio c'est un petit peu différent, c'est plus j'allais dire la télé connectée et l'expérience customisée, c'est des anciens d'Amazon. Ils sont à Seattle, soutenus par Madrona Ventures qui est très tech. Oui. Et ils ont commencé par la beauté, comme ils auraient pu faire une autre verticale. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses sur la vidéo personnalisée. On a parlé beaucoup de beauté personnalisée, moi je n'y ai jamais totalement cru, mais en revanche l'expérience personnalisée en fonction de qui vous êtes et vos intérêts et vos besoins, ça j'y crois beaucoup. Ouais, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose de plus créatif, je dirais, que peut-être ce qu'on a l'occasion de, de, de voir en France, le live stream. Là, c'est encore d'autres versions avec ces deux entreprises que vous accompagnez. Je ne souhaite à l'Occident que la même chose qui s'est passée en Chine, en fait, où c'est énorme. Oui, mais fantastique. Oui. Et alors, juste peut-être une question un peu plus personnelle, si vous acceptez, Odile, pour finir cet entretien passionnant. Je sais que vous avez décidé de passer les prochains mois à travailler sans bureau fixe, alors que vous êtes plutôt assez souvent à Los Angeles, Los Angeles, absolument. Et donc, ces prochains mois, en vous installant plusieurs mois dans différentes villes américaines. C'est vrai. Bon, toujours un peu sur la côte ouest, mais aussi à Miami, à Austin, sans doute dans d'autres villes américaines, tout en continuant aussi, bien entendu, vos voyages fréquents en Asie et en Europe. Et on est bien content de vous voir, notamment en France et à Paris. Mais pour quelle raison ce choix, en quelque sorte, de n'avoir pas de bureau fixe? Alors c'est vrai qu'après la crise, j'allais dire que les VC et les fondateurs ont connu entre la tech qui avait ses soucis, les banques régionales comme la Silicon Valley Bank ou First Republic Bank, je pense la crypto, etc. Enfin, j'en passe. Je pense que beaucoup de VC, que ce soit ce que j'appelle des boutiques VC en dessous de 150 millions ou les très gros VC, se sont tous remis sur leur footprint et leur thèse d'investissement réelle. Ce qui fait que je vois de plus en plus de camarades de jeu consumer brand qui n'investissent que sur la West Coast ou d'investisseurs new-yorkais qui n'investissent que sur la East Coast et New York. Donc d'aller physiquement rencontrer les VC et les entrepreneurs dans les systèmes locaux, pour moi, permet en fait de connecter et de continuer à faire ce que j'ai fait. C'est d'avoir des entrepreneurs sur l'ensemble des États-Unis. Donc à San Francisco, on a tout ce qui est tech en fait avec Loom, Computer Vision, avec Bluebird, Climate qui est sur la décarbonisation et un système SaaS. Los Angeles, on est beaucoup plus sur des entrepreneurs liés justement à soit l'inclusivité, soit des modèles de SaaS qui sont avec des modèles comme des plateformes comme Luc de booking et de paiement. Oui. Austin, on a Shazam Kicks. New York, on a Good Light World dont on parlait. On avait Veracity. Donc, en fait, j'essaye d'avoir des fondateurs un peu partout aux États-Unis parce que chacun lié à son propre écosystème. Et je pense que dans cette période, il y a un rôle que jouait la Silicon Valley Bank qui était très important, c'était de faire des conversations entre des VC et des entrepreneurs, et c'est ça que je vais continuer à faire avec la communauté Fab, parce que je pense que le meilleur c'est quand on échange, et en particulier dans une période tendue et pour les entrepreneurs et pour les venture capitalistes, c'est le meilleur moyen de se donner les best practices et d'avancer ensemble. Oh, c'est formidable. Merci infiniment, Odile, parce que vous nous apportez toujours des expériences, des exemples très concrets d'entrepreneurs essentiellement américains qui font vraiment bouger les lignes, et à chaque fois vous nous donnez de leurs nouvelles et toute leur croissance, et vous favorisez ces passerelles entre l'Europe, la France et les États-Unis. C'est un plaisir d'être à Paris. Merci. On a une réunion demain soir avec quelques venture capitalistes et des entrepreneurs. Mais si vous êtes à New York en novembre, j'y suis. À Miami en janvier.
à Austin en février et mars pour le SXSW où j'espère bien vous voir, Laurence. Oui, Et le absolument. reste du temps, effectivement, à Los Angeles, parce que je pense que c'est l'endroit où être en ce moment avec une ouverture sur l'Asie et plein d'influences différentes entre l'entertainment, la tech et des entrepreneurs qui sont sur l'impact et le développement durable. Bah, merci à vous, Merci. Laurence. Merci Odile. À très bientôt.